Alors, nous voici dans cette deuxième partie de la conférence du 1er décembre 1984, intitulée l'énigmatique centre de la Terre avec Alexandre Lachance. Alors, c'est la période de questions. Voici la première, Alexandre. Sur la rive sud de Montréal, y a-t-il une ouverture vers le centre de la Terre? On a prétendu qu'au Mont-Saint-Hilaire, il y avait une ouverture. Je ne l'ai pas constaté. J'ai arpenté cet endroit-là pendant un certain temps. J'ai rien trouvé, moi. Mais d'autres m'assurent qu'il y a une ouverture. Mais apparemment, je n'ai pas navigué assez. Mais je ne sais pas, réellement. Au centre, est-ce que les 27 dont on parle souvent, est-ce que on relate l'endroit exact où ils sont? Ou s'il en manque quelques-uns? Il en manque quelques-uns. Les plus en évidence sont celles du Mont-Shasta dont on a parlé. En Californie, Ensuite oui. de ça, dans la rivière Fraser, en direction, en partant de Nanaimo ou de Terrace. Au nord de Nanaimo. En montant tout le long de la rivière Fraser. Il y en a une dans Longavon. Oui. L'Himalaya, naturellement. Ah, ben oui, justement, il y en a. Il y en a une en dessous du Vatican, celle-là est importante. En dessous du Vatican, en dessous de l'église, Saint-Pierre-de-Rome. Oui, mais il n'y en a pas une en dessous de l'église Notre-Dame? Notre-Dame? Notre-Dame. Je ne sais pas, je n'ai pas constaté. C'est-à-dire, ça m'a déjà été dit, mais je n'ai pas pu vérifier. C'est fort possible. Saint-Jean. Vous dire Notre-Dame de Paris ou de Montréal? Non, de Paris. Ah, ça, certainement, ben oui. Le premier qui en parlait en 1902, c'était comme Marion. C'est là qu'ils ont trouvé cette Vierge Noire, cette fameuse Vierge Noire. C'est ça, oui. Hein? Oui. Ah oui, c'est comme Marion. Je ne l'ai pas visité moi non plus, mais plusieurs l'ont fait, oui. C'est ça. À l'Université Laval, il y a 5 ou 6 ans, il y en a qui sont descendus là, je pense que c'était 150 pieds sous terre, hein? Oui. Ouais, une très belle ouverture. Ensuite, y aurait-il pas Saint-Jacques, la boucherie? C'est là que Flamel était, n'est-ce pas? Ça coïnciderait avec, il y a pas d'erreur, ben oui. Avec Nicolas Flamel. Oh oui, oui, oui. Et à Saint-Georges-de-Compostelle, qui était le haut lieu par excellence, là, il y en a une certainement. En Espagne. Oui, en Espagne, justement, dans le nord de l'Espagne, oui. Ouais. Au Guatemala, naturellement. Oui, tout ça. Certains pays de l'Amérique du Sud. Mais celle dont j'ai la certitude, c'est celle du Mont-Shasta. Ça, j'ai passé par là. Ouais, c'est ça. Au centre de la Terre, il y a-t-il des mers? Merci. Oh, c'est la prolongation, le prolongement de la mer, de l'unique mer qui est sur la surface de la Terre. On dit mer Atlantique, l'océan Atlantique, l'océan Pacifique, etc., l'océan Indien. Mais c'est une seule masse d'eau qui circule à travers la surface et l'intérieur de toute la Terre. C'est la même eau, la même eau. Certains endroits, elle est salée, d'autres, elle est dessalée, elle est fraîche, mais c'est toute la même eau. La Terre est ni plus ni moins qu'une éponge, hein. À travers les espaces de cette éponge-là, l'eau circule incessamment. Comme l'air. Absolument. C'est un élément, un des éléments. Maintenant, cette eau-là est toute reliée. Ouais. Selon le terrain à travers lequel elle passe, ça prend différentes caractéristiques. Parce qu'elle tourne à partir de l'ouverture nord à l'ouverture sud en spirale. Puis elle monte en spirale également. Puis le seul écart qu'il y a dans ça, c'est ce qu'on appelle le Gulf Stream, où l'eau est chaude, un courant chaud. Un courant chaud. Comme qu'on a sur la surface extérieure de la Terre. Exactement. C'est ce qui... il y a la même chose à l'intérieur. C'est ça. Dans certains cas, c'est ce qui maintient des climats tropiques. Oui, justement. Tropicaux. Alors, le Gulf Stream part de l'intérieur de la Terre d'abord. Part de l'intérieur de la Terre. Il y a des endroits où, à la surface de la Terre, où à peu près 30 à 40 pieds, l'eau est froide. Puis il y a de la vie. Puis plus bas, l'eau est tellement chaude que tu peux prendre un poisson, par exemple une truite, disons, tu la sors là, puis tu la descends 30 pieds plus bas, puis elle va cuire. À ce point-là? L'eau est bouillante en dessous, puis froide, elle refroidit, mais juste arrive à la surface. Tu prends ton poisson, tu dis c'est un bel de chignon, ou quelque chose comme ça. On va le descendre, on va le faire cuire, on va manger tout de suite. On le descend 50 pieds plus loin, puis on sort. Ah oui, ah oui. Ah, mais lui, il doit pas se laisser descendre de même. Non, mais il n'y a pas de choix, là, il est pris. Comme la truite de Schubert, hein? Ici, c'est une très bonne question, Alexandre. Ça me fait penser au programme de la question de 64 000 là. $64,000 question. Que va-t-il arriver au centre de la Terre quand celle-ci va se stabiliser sur son axe? Ça va durer une seconde seulement, hein? Ah oui, ça va durer une seconde. C'est simplement un soubresaut qu'il fait pour prendre son haleine.
Oui, mais 7 secondes va entraîner un tas de choses. Tout ce qui est mobile, qui est la création humaine, ça va être secoué, hein. Ça va être secoué. C'est Madame Sergeli ou Madame Loranger qui en a parlé il y a quelque temps, hein? Je suis pas au courant. Dimanche dernier, j'étais ici. Oui, mais j'étais chez moi. Ah bon. J'étais malade. Alors, ce qui va arriver, ça va être un arrêt soudain, d'une seconde, disons, et la Terre va se secouer pour continuer son chemin après avoir repris son haleine. Alors, il y a bien des changements qui vont se faire, surtout à l'équateur. À l'équateur, parce que la course est plus rapide vers l'équateur, du moins relativement à la surface. Les eaux vont changer de place. Oui, justement, il va y avoir des inondations, définitivement. Ça sera peut-être un autre déluge. Oui, des inondations surtout, oui, parce que des eaux intérieures, des eaux de l'intérieur de la Terre qui vont venir à l'extérieur. Surtout de l'eau chaude, hein? Ouais. Puis là, le Gulf Stream va changer de direction. Alors ici, Alexandre, est-ce que le Mont-Saint-Michel serait une entrée? D'abord, c'est un centre initiatique, hein? Le Mont-Saint-Michel. Mont-Saint-Michel en Europe. En Europe, oui, je veux parler, oui, okay. Justement. Et je me demande si on parle pas du Mont-Saint-Michel ici, au Québec. En Europe? Okay. En Europe, sans doute, oui, justement. OK. Le Mont-Royal, est-ce que ça en serait une autre? Ça m'étonnerait pas. Il y a un terrain volcanique, n'est-ce pas? Mais on n'a pas fait assez de recherches dans ce domaine-là, sur les lieux dans la province de Québec. Il y a des choses étonnantes à découvrir. Ouais. Ça, c'est un fait, c'est reconnu, oui. Ah oui. Une expédition sur le plan matériel n'aurait-il pas un caractère profane, voire même anti-spirituel? Je ne crois pas. Pas pour quelle raison, pas plus qu'une expédition sur la Lune, je serais. On cherche à, non seulement envahir notre cosmos, mais le comprendre. Tout dépend de l'individu, je pense aussi, oui. Alexandre, parce qu'un individu qui a atteint un point où qu'il a commencé ou qu'il a établi une conscience cellulaire dans son corps physique et qui ressent qu'il faut qu'il y aille là, il va y aller. De sa conscience. C'est ça, il va y aller. On cherche toujours à englober de plus en plus notre environnement, parce qu'on fait un avec notre environnement. Alors il n'y a rien de profane, ni de... Ça. Pour certains individus, non. Pour d'autres, oui. Ce sera un scrupule faussement basé. Je vois vraiment pas quel scrupule qu'on pourrait avoir pour ça. Oui, mais ce que je veux dire, Alexandre, c'est que d'autres vont être attirés à faire d'autres choses. Ah, ça c'est possible, oui, parce que les forces sont toujours deux pour... Si on s'écoute de l'intérieur, si on écoute nos cellules... Oui, mais ce sera des individus disparates plutôt. Mais normalement, ce sera bien faisant pour toute la race de savoir quelle est la nature de son cosmos ou du monde dans lequel il vit. Il m'apparaît paradoxal de dire que le centre de la Terre est un paradis habité par des entités évoluées et qu'en même temps, les États-Unis et l'URSS s'intéressent à ce même centre à des fins de contrôle militaire. Contrôle militaire dans le sens qu'il pourrait avoir accès au globe tout entier, sans avoir à combattre les lignes de frontières. C'est-à-dire qu'ils pensent cela. Ils croient ça, oui. On dit, même notre auteur ici, nous dit que celui qui contrôlera le centre de la Terre aura le dominion, aura l'empire sur toute la Terre. Parce qu'il pourra, d'un instant à l'autre, avoir accès d'un continent à un autre, comme ça. En parlant d'auteur, Alexandre, quelqu'un m'a demandé tantôt si tu pourrais mentionner les titres des volumes, oui. Et ainsi que leur auteur, de façon à ce que des gens puissent se les procurer. Alors, ça serait des crayons, papier. Le premier... je dirais qu'il est indispensable, celui qui a été écrit par Raymond Bernard, l'impérateur de l'ordre rosicrucien. Il est intitulé La Terre creuse, celui-là. On peut se le procurer à la bibliothèque ésotérique ou chez Pierre. Hein? Pierre, c'est la bibliothèque du Saint-Graal. Hein? Librairie du Saint-Graal. Librairie du Saint-Graal. Maintenant, les autres sources de documentation qui sont aussi précieuses, je vais vous en citer quelques-unes. Celui-là est en anglais. Il s'appelle le Smoky God. Le Smoky God, c'est ce nuage de matière cosmique qui est au centre de la Terre, qui est lumineux. Il est lumineux à cause de la spirale ascendante partant des terres du Sud, c'est-à-dire de la croix du Sud, et de Polaris. Ce qu'on appelle le soleil noir. Oui, justement, oui. Maintenant, il y a un autre volume ici au sujet des énigmes de la Terre. C'est des ombres sur les étoiles
et les énigmes de la Terre. C'était intitulé par Peter Colosimo. Peter Colosimo est l'auteur de ça. Il est très possible, c'est authentique. C'est un savant de première envergure. Je pense que... Peter qui? Colosimo. Colosimo. L-O-S-I-M-O, oui. Colosimo, ouais. Il y a une documentation très authentique dans ce domaine-là. Puis il fait partie de NASA, je pense. Ah. Bon. Il y a des bulletins qui ont été mis par NASA l'an dernier. Il y en a un qui était signé de ce bonhomme-là, Colosimo. Je sais pas quelle raison qu'il se trouve être là. C'est un savant qui est très peu connu. Il vient du Danemark, je crois. Le titre, les ombres de la Terre? Des ombres sur les étoiles. Oui, en relation avec la Terre énigmatique. Maintenant, les étoiles, ils veulent dire des planètes, certainement. Parce que les étoiles ne sont pas affectées par les ondes du cheminement des planètes. Mais dans tout le système solaire, il y a des phénomènes qui se passent qui ont trait avec le comportement de la Terre. Et inversement, qui affectent le comportement de la Terre aussi. Ça, c'est écrit par notre bonhomme Peter Colosimo. Il est précieux, celui-là. Et l'autre que je viens de vous citer, c'est The Smoky God. Il est écrit en anglais seulement. Le dieu ombrageux, ombreux. C'est ce nuage de poussière cosmique qui est diaphane, hein, puis qui provient de la spirale ascendante et descendante qui fait le tour de la Terre, l'intérieur de la Terre. Ça, c'est 3 seuls volumes que je peux vous recommander, excepté les 2 qui sont reconnus de tout le monde, celui de Jules Verne, Voyage au centre de la Terre, hein, ça c'est précieux, et de Bulwer Lytton qui écrit La race qui nous supplantera. Par la race qui nous supplantera, ou la race à venir, un autre auteur l'a traduit comme ça, c'est les habitants du centre de la Terre qui un jour viendront. Mais ce ne sera pas pour nous dominer, ce sera pour nous aider, pour nous réveiller à la réalité de leur existence. Alors, la race à venir, ça c'est la race intérieure. Bulwer Lytton, B-U-L-W-E-R-D, L-Y-T-T-O-N, Bulwer Lytton. Il a écrit Les derniers jours de Pompéi, on lisait ça il y a une 50aine d'années. 60, pas moi, Alexandre. Excusez-moi. Mais moi dessus. Oui, on lisait ça, c'est vrai, ouais. Alors, regarde, tu dis on lisait ça, là, 50 ans, hein? C'est pas hier, c'est pas hier. Maintenant, j'aimerais aussi mentionner que s'il y en a qui sont sur la rive sud, il y a le bazar astral sur le chemin Chambly, juste au nord de la rue Sainte-Foy, où vous pouvez vous procurer ces volumes. Et puis, pour ceux qui sont dans la région de Saint-Eustache, il y a aussi la librairie ésotérique de Saint-Eustache. Oui. Il y a aussi, sur la rue du Lutte à Montréal, la librairie Le Centre. Et puis, naturellement, le Saint-Graal sur Beaubien. Oui, le Saint-Graal a une belle documentation aussi, oui. Y a-t-il une différence entre l'Agartha et Shambhala, comme vibration et autres? Je croyais que c'était 2 endroits différents. L'une est au sein de l'autre. Shambhala est au sein de l'Agartha. Au sein, dans quel sens? Au centre, c'est-à-dire, ça en est la capitale, pour ainsi dire. Comme Ottawa est la capitale du Canada, disons. Alors, Shambhala est la capitale, la ville centrale. On lui donnait comme nom autrefois Héliopolis, hein. C'est ce qu'on appelait Héliopolis, la cité solaire. Ouais. Alors, l'une, c'est le centre de l'autre. Où se trouve l'entrée du centre de la Terre au Québec? Merci. J'aimerais vérifier si l'ouverture qu'il y a une ouverture au Mont-Saint-Hilaire et vraiment une ouverture, mais c'est rien qu'un éboulis qui s'est fait il y a quelque temps. Il y a aussi en Gaspésie, hein? Ah oui, en Gaspésie, il y en a une près de Chandler. Près de Chandler. C'est ça, oui. Oui. Parce que là, même que c'est gardé militairement. Mais il y a aussi un rocher en Gaspésie qu'on appelle rocher percé, qui se déplace maintenant. Il se déplace assez considérablement. Alors, on prétend que là où il y a le rocher percé, il y a une ouverture là. Parce que ça se rapproche du massif central. On n'avait jamais constaté ça depuis 300 ans, depuis le temps de quartier. Alors là, il se déplace régulièrement, à tous les printemps, quoi. Alors, il y a certainement une ouverture qui se referme là. Alors, ça part de Chandler, ça va jusqu'à Gaspé, jusqu'à Rocher-Percé. Alors, c'est Rocher-Percé, il y a une raison pour ça. Puis, des fois, il n'est pas percé dessus, il se trouve à descendre puis remonter. Alors, ça se déplace, là. Il y a probablement une ouverture là aussi.
Les humains qui vivent au centre de la Terre sont-ils des maîtres, des initiés ou simplement des êtres comme nous avec leurs défauts, leurs qualités? La majorité sont très évolués. Les gens qui ont une bonne formation morale aussi bien que scientifique, et depuis plusieurs millénaires. Alors, ils ont un avantage sur nous qui, depuis à peine quelques centaines, quelques siècles, avons commencé à développer une soi-disant culture. Alors, ces gens-là, en général, la majorité, sont très évolués. Comme dans toutes les sociétés, il y a des retardataires, j'en doute pas. Mais en général, ils sont très évolués, moralement, scientifiquement, et au point de vue des éléments sociaux, l'égalité. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de gouvernement militaire dans ça du tout. Aucun gouvernement militaire. Comment les explorateurs ont pénétré au centre de la Terre sans équipement adéquat? Celui qui a pénétré le plus profondément, celui qu'on mentionnait tout à l'heure, Admiral Richard Byrd, il y avait de l'équipement. Il y avait de l'équipement. Des bonbonnes d'oxygène pour remplacer le nitrogène, pour combattre les effets de nitrogène. Et je pense que c'est le seul équipement qu'il y avait. Lui a pénétré en avion, surtout. En avion, oui. En avion. Alors, à ce Mais moment-là... il a débarqué, il a marché sur le terrain. Oui? Oh oui, il a débarqué. En avion, il a atterri, puis tout ça. Il a atterri sur les plages du Grand Fleuve. Ouais. C'est un fleuve qui sillonne toujours en spirale, comme ça, descendant. Il a atterri. Il n'y a pas de nom, j'ai jamais entendu donner de nom. Jamais entendu de nom. Alors, c'est la continuation des mers de l'Arctique, ni plus ni moins, qui descend en spirale en passant par le fleuve. Toujours en spirale. Toujours en spirale, ah oui, parce que la Terre tourne. Ouais. Alors, il faut que ce soit ça. Elle spire, hein? Les ouvertures aux deux pôles existent-elles continuellement? Et si oui, pourquoi les satellites ne filment pas ce phénomène plus souvent? Hein? Je peux pas le dire. Mais elles existent continuellement, ça, c'est impossible que ça soit autrement. Ces ouvertures-là existent. Bon. Maintenant, les photographier, comme vous voyez, NASA en a photographié quelques-unes. C'est pas une chose unique, il y en a eu un très grand nombre. Ils ont paru dans Scientific American, c'est la plus éloquente qu'on a trouvé. On les a photographiés, mais il y a toujours la conspiration du silence au sujet de ce choses-là. On ne peut pas trop révéler. Vous avez parlé de l'abominable homme des neiges. Oui, on a vu pas plusieurs exemplaires de ça. Est-ce que ces êtres sont évolués et positifs? On n'a pas suffisamment, on n'a pas du tout établi contact avec eux. On les a vus, on les a poursuivis, mais c'était le seul contact qu'on a vu. On a essayé à maintes reprises, on essaie encore. Il y a des bonhommes qui ont voué leur vie à essayer d'entrer en contact avec eux. Mais ça n'a pas été fait encore. Ils n'ont pas réussi. On est sûr de leur existence. Il y a 27 cas authentiques sur leur existence. Mais des photos, des films. Oui, des photos, oui. Mais on n'établit aucun contact local avec eux. Aucun échange. Ce qu'on peut déterminer, c'est qu'ils sont gigantesques. Hein? C'est ça. Puis qu'ils sont 39 et 11 pieds. Oui, justement. C'est ça. Ah. Plusieurs volumes ont été écrits. Ils sont poilus. Oui, ils sont velus, justement, oui. Velus. Oui. Ah. Excuse-moi. Parlez-nous davantage des êtres vivants, entre parenthèses humains, qui habitent le centre de la Terre. Les abominables hommes des neiges sont-ils plus ou moins évolués que nous? C'est cette classe-là de résidents du centre de la Terre, c'est ceux qui ont voulu s'échapper de l'Agartha et qui se sont perdus dans les méandres de la surface de la Terre, dans ces méandres de 30 000 de diamètre. Là. Alors, ils ont perdu leur pied à terre, où était leur habitat habituel. Là, ils sont réduits à des moyens de bord. Tandis qu'au centre de la Terre, ils ne subissaient pas ces choses-là. Ils ont été chassés de leur propre paradis, disons, un paradis chat. On m'a déjà mentionné que le centre de la Terre contenait plusieurs entités négatives et qu'il était hasardeux de les contacter. Qu'en pensez-vous? Rien du tout. Il pourrait y en avoir à la surface de la Terre, des gens nocifs, par exemple. Alors, dès qu'on reconnaît leur état de nocivité, on les évite. Plutôt que de les combattre. Au centre de la Terre, c'est possible qu'il y ait des choses comme ça, mais normalement, la paix, il règne. L'harmonie, il règne. Parce qu'il n'y a pas des intempéries caractérielles qui l'on voit sur la surface de la Terre. Il n'y a pas de belligérance d'abord, pas de guerre. Non, ça n'existe pas. Non, par contre, Alexandre, si
si on regarde ou on pense à un autre aspect de l'intérieur, qui est la suivante, que tantôt on admet que l'âme de la planète, oui, soit le corps astral de la planète Terre, circulera à l'intérieur aussi. oh, définitivement. Alors, à ce moment-là, il faut que ces individus-là ne soient pas assujettissables à l'astral de la planète Terre. Mais voici, l'astral a plusieurs couches, hein. Oui. Ce sont des plans de conscience. Les plans de conscience peuvent se superposer, peuvent lutter les uns contre les autres. Mais on accepte seulement ce qui est de même nature que nous. Les gens nocifs sont en relation directe avec des éléments nocifs. Et encore régi par le taux de vibration. De vibration. Taux vibratoire. C'est pour ça que le Nazaréen a pu descendre dans les enfers oui, sans être souillé. Oui, justement. Ainsi que les grands peuvent pas être souillés. OK. Ces hommes qui ont été au centre de la Terre ont-ils pu converser avec ceux du centre? Ont-ils eu des échanges, des contacts? Merci. Des contacts, des échanges plutôt par signe que par conversation, parce qu'il n'y a aucune similitude entre le langage de ces gens et le nôtre. Même Sims, qui prétend avoir établi contact, c'est le seul terme qu'il emploie, avec eux, pendant plusieurs jours, n'a jamais pu faire mention d'une relation intellectuelle quelconque. Est-ce qu'il a établi contact, un échange d'intelligence plutôt par signe, mais jamais de langage compréhensible par les gens de la Terre. En ce qui concerne le corps physique, est-ce que... Pas mal semblable au nôtre. Pas mal semblable au nôtre, il y a plusieurs volumes qui ont été écrits au sujet des races pré-adamiques, hein, donc il en reste des vestiges au centre de la Terre. Pré-adamique, c'est celle qui précède la race de l'Homo sapiens, justement. Mais ce sont des hominiens, pas rien que des anthropoïdes, des... Et c'était des êtres qui étaient moins évolués que moins évolués, oui, aujourd'hui. Au point de vue, c'est-à-dire en relation avec ce qu'on appelle l'évolution technocratique, hein. Oui. Alors, ils n'avaient pas la connaissance scientifique, toutes les inventions que l'on a surajouter, mais par contre, ils avaient une culture qui leur permettait de survivre depuis longtemps. Et la Terre intérieure existe depuis bien avant, c'est-à-dire la civilisation existe depuis bien avant la race atomique. Bien avant. Plusieurs millénaires, je dirais. Puis la race atomique est toute récente. Je dirais, le maximum de son existence, c'est 68 000 ans, à peu près. Peut-être que les Lémuriens, qui datent de ce près 70 000 ans. L'Atlantide, à peu près 15 000 ans de plus. De moins, je devrais dire. Et ensuite, ça, nous sommes immédiatement en Égypte. En Égypte et au Tibet. Où se trouve le centre Chesta? Le mont Shasta. C'est plutôt le mont Shasta. Le mont Shasta, parce qu'on oui. a parlé tantôt, j'imagine. C'est en Californie au 40e... Au 40e... non. Au 22e parallèle. Je sais que c'est au nord de la Californie. Oui, au 22e parallèle. 22e parallèle. Ouais. Là, c'est là qu'il y a un ashram qu'on appelle le Bodiul. L'ashram Bodiul, le centre de la Terre. Ouais. Donc, au 22e parallèle. Ici, Alexandre, il y a quelqu'un qui aimerait apporter un témoignage confirmant différentes théories dans ce que tu as annoncé tantôt. Et c'est un monsieur qui est parmi nous, c'est monsieur Benoît Trudel. Alors, j'ai accepté, disons par exception, ce soir de laisser quelqu'un faire des commentaires et ainsi bienvenue. Quelques questions. Alors, monsieur Trudel, Alexandre. Oh oui, monsieur. Oh oui, vous êtes bienvenu. Merci, je m'excuse parce que je savais pas... Les affaires, j'en prie. Non, restez là. Je faisais que 21, 22, je suis capable de le dire tout encore. C'est pas confirmé. Je vous dis qu'au centre de la Terre, c'est chaud. Oui. Je suis un ancien mineur, moi j'ai travaillé dans les mines d'or en Abitibi, j'ai descendu jusqu'à 350 pieds sous terre. Dans les premiers levels, les premiers niveaux, là, il y avait des glaçons qui pouvaient être gros comme la jambe d'un homme, c'était très humide. Oui. Ça prenait des bons habits pour ça. Oui. Plus qu'on descendait, plus que c'était chaud, à un point tel que c'était plus résistable. C'est un fait. Nous autres, les mineurs, on faisait des faces, on disait qu'on s'en allait sur le diable. Ça avait connu par tout le monde. Par contre, on a trouvé... C'était vérifié. Par contre, on a trouvé des veines d'eau
tellement froide qu'on avait peine à les boire, Oui. à boire. Impossible de les colmater, tellement que la pression était forte. Oui. On est obligé d'installer des sommes-pompes au fond de la mine supplémentaire pour Oui. faire de monter cette eau-là. Il y a bien des divergences de température quand vous descendez à quelques 1000 pieds sous terre. Hein? Par exemple, je parlais d'une rivière où l'on peut pêcher à la surface dans les 30 à 40 premiers pieds, puis si vous descendez plus bas, vous faites cuire le poisson que vous avez pêché. Oui. Hein? Alors, dans les mines dans le nord de l'Abitibi, dans l'Oglava, par exemple, vous avez la même chose. Oui. Différentes températures. L'eau peut être très glacée, puis un peu plus loin, elle est très froide. Elle est très chaude, dis-je. Ça, c'était constaté. Oui. J'ai constaté moi-même, d'ailleurs. Mine Sigma pour le Mac et East Malartic que j'ai travaillé, puis on n'a pas trouvé d'eau chaude. Non. Peu importe le pays. À Malartic, là? Ouais, Malartic et Val d'Or. Oui, dans Val-d'Or, oui. On n'a pas été capable d'en trouver. Dans l'Oglava, et voyager dans l'Oglava? Non. Parce que je parle, c'est dans l'Oglava, ça. Ah bon? Ouais. Oui. Maintenant, pour les Russes, eux qui exploitent tout, ils doivent sûrement faire des grosses recherches pour cette bouche que vous nous avez montrée, la photo, là. Oui. Parce que leur science secrète est plus que très avancée. Il n'y a pas de doute. Ils doivent travailler beaucoup là-dessus. Oui, depuis longtemps. Ensuite de ça, Langue des Neiges. Ouais. J'ai lu dans Sélection en 64 que un groupe d'étudiants était allé explorer un territoire. Ouais. Puis ils ont aperçu des traces enfoncées d'1,5 pouce dans le sol. Oui. À Ils sont assez lourds, hein? Ils sont Oui. gigantesques. À côté de leur trace, les autres, ils ont prétendu, d'après leurs calculs, que cette bête-là, ou comme on peut dire, Oui. pouvait peser jusqu'à 700 livres. Je crois, hein? C'est des géants, véritablement des géants. Ils ont parti à la suite de ces traces-là, ils ont retrouvé l'être recherché, puis ils l'ont cerné. Ils l'ont emmené au pied d'une montagne. Puis, là, il était comme dans un cul-de-sac. Il ne pouvait pas escalader la montagne, c'est trop haut, il n'y avait pas aucune sortie. Là, il l'avait, là, c'était les autres. Là. À un moment donné, l'être a disparu. Ce qui prouve qu'ils ont plus de science que nous autres pour être capables de passer au deuxième plan comme ça. Vous pensez qu'il est disparu comme ça, il s'est subtilisé? Oui, il est disparu. Ou qu'il a pris avantage d'une ouverture quelconque pour... Non. Ils ont très bien exploré l'endroit, puis il n'y avait pas d'ouverture. Pas d'ouverture. Il a tout simplement disparu. Il a tout simplement disparu. Utilisé. Il a passé sur un autre plan. Fait qu'ils sont sûrement plus scientifiques que nous autres. Ça, c'est à noter. C'est possible. Ça vous avez vu ça dans Sélection de Rudolf Dagen? Oui, en 64. Souvenez-vous du mois? Non. Alors, je trouve ça, on demande des renseignements. J'en ai écouté pour 32 ans, il n'y a pas longtemps. Selon notre ami, on va passer un petit peu plus vite. Selon, je m'excuse. Selon notre ami Richard Glenn. Oui. Je ne sais pas si vous connaissez. Un peu, oui. Un peu, oui. La couche terrestre serait de 18 km. Je ne sais pas ce qu'il a privé son information, lui. Parce qu'elle est... Moi, je prends mes renseignements de la Béthermier, par exemple. Hein? Oui. La Béthermier, les grands géologues. Puis, alors, je détermine l'épaisseur de la côte terrestre à 30 000. Puis le diamètre de la Terre, à 8 000 milles. 8 000 milles. La circonférence de la Terre à 25 000 milles. Ça, c'est authentique, c'est confirmé par l'année géodésique, qui était faite en 1940, hein? Oui. Alors, ça, c'est des facts confirmés par Picard également, qui est monté dans la stratosphère pour calculer ça. Professeur Picard. Ça peut peut-être dépendre aussi de l'endroit, Alexandre, possible, parce qu'il doit y avoir des endroits où c'est plus épais que d'autres. Oui, justement. Puis, comme on dit, la Terre est aplatie au pôle, aux ouvertures polaires, puis enflée à l'équateur. Ouais. Maintenant, pour le Mont-Saint-Hilaire, j'ai un ami qui est policier, que 2 petits garçons l'ont emmené à un endroit, ce que c'est qu'il y a une ouverture, ou ce que c'est qu'il n'y a pas aucune lumière de poche, ni fanal, ni chandelle qui fonctionne. Ah, c'est étrange. Là, ils ont trouvé l'endroit, puis on l'a vu à distance avec mes jumelles. Puis, il voulait s'équiper comme policier, là, qui est policier, là, il voulait s'équiper pour son habit de scaphandre pour entrer explorer ça. Là, je ne l'ai pas revu depuis, je ne sais pas, mais il paraît que c'est vrai. C'est possible, plusieurs en ont parlé, moi j'ai rien constaté. C'est-à-dire, je suis allé une fois, mais j'ai rien trouvé. J'ai fouillé dans les entours, j'ai piétiné, mais j'ai pas trouvé d'ouverture d'abord. Une dernière question. Ouais. Les flottilles passeront à la mi-décembre, près, pour diffuser des messages au monde. Parce que si vous parliez tout à l'heure, les intraterrestres vont venir nous porter des messages. À mi-décembre cette année?
J'ai hâte. J'ai hâte. Merci. Merci de votre renseignement. C'est précieux ce que vous me donnez là. De toute façon, ça va prendre juste 15 jours pour vérifier. Ben oui. C'est moins pire que quand on fait une prédiction de 2 ans puis 3 ans, là, c'est long, on les oublie, mais... Ben, Madame Loranger, Carmen Loranger, a parlé de ça. Ça, Ah oui, mais on sait très bien, Alexandre, que lorsque c'est divulgué, il y a toujours une erreur qui va se produire, soit dans le temps, parmi les plus grands voyants, soit dans le temps ou dans l'événement. Oui. Il y a toujours une erreur. On peut s'attendre à ça. C'est ça. Ceux qui savent réellement ne parlent pas. Oui, ils parlent avec réserve. C'est ça. Alors, faut prendre ça avec un petit grain de sable. Des fois toute la salière. Des fois toute la salière. Est-ce que le centre de la Terre serait l'Atlantis d'autrefois? Atlantide. Non, je ne crois pas. Il y a encore des parties de l'Atlantique qui sont en émergence encore, hein. Par contre, Alexandre, dans la théorie que tu as énoncée ce soir avec le revirement, là, oui, la torsion de la Terre, justement, dans l'endroit où était l'Atlantide avant, autrefois. Oui. D'ailleurs, il y a encore des vestiges dans le fond de l'eau. On a fait des photographies et on voit des pyramides, c'est ça? C'est grand mur. Alors, pourrait-il ne pas y avoir eu cette torsion à cet endroit-là? La torsion a lieu à l'équateur. Faut qu'elle ait lieu à l'équateur. Oui, mais on parlait tantôt aux Bermudes, le triangle des Bermudes. Le triangle des Bermudes couvre une surface d'à peu près 180 000 d'un côté, puis 200 des deux autres côtés. C'est un triangle isocèle, à peu près. Ouais. Bon, c'est petit, c'est vrai. Oui. Très petit. Mais cette torsion-là a trait à l'atmosphère même, ça. À l'atmosphère, non pas à la surface géologique. Ah bon. C'est l'atmosphère qui se tord. Qui fait un chenal d'air, si on veut. L'atmosphère, c'est uniquement la couche extérieure, mais les matériels, l'atmosphère est matérielle. Hein? C'est sous forme de gaz, si vous voulez, mais c'est matériel quand même, un gaz est matériel. Alors, il subit une torsion. Pouvez-vous nous parler un peu plus d'Orton? Orton, Madame Loranger nous en a parlé dernièrement. Il vient de Borup, au Danemark. C'est depuis 1967 qu'il émet des messages provenant des chercheurs en sciences cosmiques. Hein. Alors, ce bonhomme, il est définitivement visionnaire et il existe sur le plan terrestre depuis 1903 pour faire des prédictions. Et c'est en 1963, 60 après, qu'on a commencé à réaliser que tout ce qu'il m'a prédit, c'était réalisé. Et son l'aide de camp, si on peut l'appeler comme ça, Ashtar Sheran a prédit la même chose en 1968 et 70. Alors, ces deux-là sont deux visionnaires pérenniels parce qu'ils existent depuis le début du siècle, qui sont encore en circulation. À Borup, c'est là qu'ils ont établi leur centre. Mais les phénomènes ont lieu à Worthing, en Angleterre, quand un type qui était médium les a contactés tous les deux, puis il a donné des renseignements au public depuis ce temps-là. Il y a 1 an et demi ou 2, un nommé, celui qui avait fait une prévision pour l'ouverture de l'arrivée du Maitreya. Si vous venez de qui je veux parler. Hein. Benjamin Crème. Benjamin Crème. Alors, il était en contact avec Borup dans ce temps-là. Alors, ces trois-là sont sur la même longueur d'onde. Ils veulent mettre en vedette, ou veulent faire accepter comme un fait inévitable les événements de la fin du siècle. L'arrivée des armadas de visiteurs d'outre-espace dans des endroits désertiques tels que l'Arizona, le Nevada, la Californie et en Australie aussi. Alors, je pense qu'on peut suivre sur ça. C'est assez prévisible. Alors, ne se contredit pas. Alors, ça vient du Danemark. Ça, c'est là qu'a commencé le mouvement de recherche en sciences cosmiques. Que pensez-vous de Carl Jung? Oh, Carl Gustav Jung, n'est-ce pas? C'est ça, oui. Ben oui, j'ai beaucoup de respect pour ce bonhomme-là. Il a brisé compagnie avec Freud, Sigmund Freud, parce que au lieu d'être simplement psychanalyste et
Et psychiatre était aussi psychologue très avancé, et scientiste également. Puis il a une connaissance de l'histoire, de la préhistoire, plus que tous les autres psychologues de son temps. J'ai beaucoup de respect pour ce bonhomme-là. Ici, Alexandre, une question qui sort du sujet de ce soir, mais c'est tellement bien écrit. Je vais te montrer l'écriture après, c'est absolument extraordinaire. Monsieur Lachance, voulez-vous nous réciter le credo de l'alchimiste? Grand merci, Huguette. J'ai beaucoup de respect pour ce poète canadien qui est un émule de Victor Hugo. Son nom est Louis Fréchette. J'ai entendu parler de lui, j'étais tout jeune à l'école, ça m'a tellement frappé que je m'en souviens encore. Je peux dire, ça va, tiens, oui, j'étais là déjà. On parlait de la mort, c'est une deuxième naissance. C'est une fausseté. Et notre bonhomme, Louis Fréchette, dit, un croyant, hein, il dit, pourquoi craindre la mort? La grande inévitable, que ce soit le repos, que ce soit le réveil, pourquoi de cette aurore ou de ce bon sommeil se faire sans raison un spectre épouvantable? Aucun fantôme n'est effrayant au soleil. De même qu'on accueille un ami véritable, si l'autre au fond proli prend place à notre table, levons en son honneur la coupe aux joues vermeilles. Pour moi, je me confie en la justice immense. Or, ta justice à toi, Seigneur, mais c'est la clémence. Aussi, par ta bonté, cela sera assuré. Quand viendra le terme de ma course éphémère, je fermerai les yeux et je m'endormirai, sans peur, comme un enfant sur le sein de sa mère. Ça, c'est un credo qui vient du fond du cœur. Huguette, merci. Bien écrit, hein? Oui, bien pensé, bien écrit. Ça plaît que tout le monde. Est-ce qu'ils ont trouvé les 3 gars inconnus sur Terre? 3 gaz, ah! C'est pour ça que je comprenais pas. Regardez. Est-ce qu'ils ont trouvé les 3 gaz inconnus sur Terre selon le livre d'Urantia? Allez-y, monsieur. Il y a beaucoup de vérités scientifiques dans ça, même anticipées. Mais il y a des choses qui nous dépassent, surtout ces 3 gaz dont il est question. Moi, je connais 3 éléments dans l'univers. Ils peuvent se manifester sous forme de liquide, sous forme de solide, sous forme de gaz, ou sous forme d'état de conscience seulement. C'est l'état dynamique qui s'irradie, hein, c'est l'amour universel. L'état magnétique qui attire, l'essence vitale. La loi d'attraction. La loi d'attraction. Et la loi d'équilibre, le sel. Mais je l'appelle le sel SCEL, n'est-ce pas? Alors, un gaz, c'est quelque chose qui dépasse la pondérabilité, qu'on ne peut pas toucher. Mais lorsque tu parles de loi d'équilibre, c'est-à-dire ce qui équilibre, tu fais surtout mention entre le négatif et le positif. Exactement. Oui, la réconciliation des contraires, c'est ça. La réconciliation des contraires. Ces 3 gaz dont on parle nos auteurs de Urantia, parce qu'il y en a plusieurs auteurs, je pense que c'est les chérubins de Nébadon qu'ils appellent, j'en pense, hein, de Nébadon. C'est ça. Hein? Nébadon, je crois. Bon. Alors, je pense qu'ils sont 66 en tout. Plusieurs, en tout cas. Oui. Maintenant, je n'ai jamais pu déterminer qu'est-ce que vous voulez dire par les 3 gaz. Ouais. Si c'est des gaz qui sont des forces supérieures, des forces subtiles, ben c'est cela. Force dynamique, force magnétique et force équilibrante, réconciliante. Ouais. Alors, tout est gaz, hein, c'est-à-dire tout est subtil. Et ça devient grossier, pondérable, palpable, à mesure que ça s'approche de la Terre, que ça se coagule. Que le taux vibratoire baisse. Exactement. Si le taux vibratoire est très ralenti, ben, on peut le manipuler. Si c'est très subtil, on peut simplement l'appréhender. Ouais. Ces 3 gaz-là ne seraient pas les alephes dont on parlait cet après-midi. Justement, oui, puis on en a parlé précédemment parce que ça nous rend ces choses-là. On dit aleph, bet, gimel, c'est les trois lettres mères. Mais moi, j'introduis toujours le shin, hein, le feu de la vie, quoi, au centre de ces choses-là, pour faire l'équilibre entre les 3. Il n'y a pas de manifestation sans avoir ces 3 plans, corps, âme, esprit. Alors, les 3 alephes, c'est exactement ça. Les 3 choses indispensables à toute forme de manifestation.
Alors que ce soit des gaz, que ce soit des principes, ça reviendra au même. Parce qu'à un moment donné, c'est sous forme gazeuse. Ah, mais oui, la nébuleuse, la Terre était une nébuleuse, alors c'est un gaz, n'est-ce pas? C'est Une multiplicité de gaz qui en forme un seul. Alors ça s'est coagulé, à mesure que c'est véhiculé à travers l'espace. Mais c'était d'abord sous forme de gaz, la nébuleuse primordiale. Comme on disait, c'est le Big Bang qui l'a fait se coaguler. Alors après le Big Bang, ça boum. Hein? Alors là, c'était la matière. Si la surface interne de la Terre est convexe, ou plutôt concave, je pense. Concave, oui. Concave. Extérieur, concave, oui. C'est ça. Comment peut-il être possible d'y observer l'horizon? Maintenant, ici, on a fait des petits bonhommes avec des petits dessins pour expliquer l'idée, puis c'est assez bien. Voici. Maintenant, qu'on soit sur une surface concave ou convexe, on ne peut jamais voir plus loin que la portée de notre vision. On voit en ligne directe. On ne voit pas la courbe de notre atmosphère convexe ou concave. Alors, on ne peut pas voir plus loin que la capacité de notre vision. Là, ça dépasse, parce que du moment que l'on passe une ligne droite, ça dépasse. Vous voyez, on en a l'exemple dans ça quand on regarde à l'horizon, qu'on voit un bateau apparaître. C'est ça qui nous a donné l'idée de la courbature de la Terre. On voit d'abord le haut du mât, ensuite de ça, la proue, puis finalement, ça remonte en surface. Puis quand ça disparaît, c'est la même chose si ça descend à l'horizon. Mais on ne voit pas une courbe. On voit simplement une ligne où ça disparaît graduellement. Alors, à l'intérieur de la Terre, ce sera le même phénomène qui se manifeste, mais seulement sous une forme négative, spatialement négative. Comme contraire. Oui, exactement le contraire, oui. Alors, là, notre horizon, c'est notre capacité de vision. C'est ça que fait l'horizon. Ce n'est pas l'espace même. Qu'il soit convexe ou concave, ça change rien. C'est notre capacité de vision. L'extension spatiale. Et notre extension est limitée. Selon le parallèle où l'on se trouve. Et comme tu mentionnais, si la comparaison est telle que tu l'as mentionné, soit si on prend une pomme, proportionnellement, la croûte de la Terre serait l'épaisseur de la pelure. La pelure de la pomme, oui. C'est donc dire qu'à ce moment-là, l'horizon il est nul. Il est nul. s'annule, justement. Ça fait nul, oui. L'horizon est conditionné par notre capacité de vision, autrement. Ouais. N'a pas d'existence en soi-même. Oui, alors c'est comme ça qu'on a découvert la convexité de la Terre, ça. Rien qu'en observant la Lune, ça. On veut qu'un navire disparaissait puis il descende à l'horizon. Il faut qu'il descende, il faut qu'il tombe dès que c'est loin. Ouais. Une question qui me vient, là, qui sort un peu du sujet, mais qui persécutait les gens qui disaient que la Terre était pas plate? C'est pas. Dans l'histoire. Je sais pas. Est-ce que c'était une... Ben voici, d'abord, il y a eu bien des persécutions au sujet des découvertes scientifiques, ou des prévisions scientifiques. Prenons Galileo, qui disait que la Terre n'était pas le centre de l'univers, tel que c'était décrit dans la Bible. Hein. Alors, il disait que c'était l'erreur géocentrique, puis il proposait la réalité héliocentrique. C'était le Soleil qui était le centre de notre univers. Alors, bien des gens, Copernic a également été persécuté pour avoir son prédécesseur, pour avoir proposé que la Terre n'était pas le centre de l'univers, c'était simplement un grain de sable. Que pour notre petit univers, c'était le Soleil. Alors, dans ce domaine-là, on a persécuté bien des gens qui ont émis des opinions, soi-disant farfelues. Beaucoup dans ce temps-là. Au 15e, 16e et 17e siècle. Ça a duré pendant toute la période d'Inquisition. L'Inquisition, c'est pas à cause du manque de foi ou des erreurs, des hérésies. C'était aussi des erreurs scientifiques. Giordano Bruno a été brûlé, torturé pour ses erreurs, ou soi-disant erreurs scientifiques. Ouais. C'est un homme très pieux. Ouais. Alors Bruno a été torturé à cause de ses prévisions scientifiques. Il disait que la pluralité des mondes habités, c'est la première hypothèse qu'il a émise, qu'il y avait une infinité de mondes dans le cosmos, chacune était équipée d'un centre solaire avec des planètes. Et encore Pascal qui nous disait lui-même, en parlant de son interlocuteur, je lui démontrerai dans l'atome une infinité d'univers dont chacune aura ses planètes, son soleil et sa terre. Hein. Exactement. Puis il part de là, et dans l'infiniment petit, il y a la même chose que dans l'infiniment grand. Lorsque ça a été dit, ça c'était pas compris, c'était impossible. On vient juste de comprendre à peine. Une infime partie de la population commence à comprendre l'atome, la relation divine avec l'atome, la relation d'amour cosmique avec l'atome. Alors, dans ce domaine-là, dans le domaine de l'émancipation scientifique, il faut faire face à ce qu'on appellera l'impossible ou l'irrationnel.
là, on a une chance de tomber dans la réalité. Autrement, ben, on reste, comme je disais tout à l'heure, sur le plancher des vaches, c'est tout. C'est ça. Ouais. On reste dans la croyance. Oui, mais la croyance n'est pas la cognition, ce n'est pas la connaissance. Et puis la croyance se fait en masse. Ah oui, Et puis c'est la bien. croyance, c'était Ça l'ère s'impose. du poisson qu'on est en train de laisser derrière Oui, nous. puis la alors. signature de l'ère du poisson, c'est je crois. Ben là, on dit je sais, je veux savoir. C'est ça. Avant ça, c'était l'ère de la violence, de la croyance, de la connaissance. Alors, chaque signe du zodiaque a sa signature particulière. Là, on tombe dans l'ère de la cognition. On veut savoir, pour tout moyen de disposition. C'est ça. On D'ailleurs, on a le mental assez avancé oui. aujourd'hui pour pouvoir savoir. Ouais. Alors, on est saturé d'un tas de fausseté, puis là, on est notre voyage. C'est ça. Puis, Ouais. lorsqu'on croit, on s'attache à nos croyances. Justement. Et lorsqu'on est obligé de décroire et abandonner cette croyance, ça fait mal. Ça fait mal, oui. Ça fait mal. Ouais. Tandis que quand on sait, Non, on sait, c'est tout ce qu'il faut. c'est ça. Ici, Alexandre, on confirme quelque chose c'est-à-dire pas on confirme, on infirme quelque chose de très bien, je pense. Vision humaine limitée. Vision avec notre esprit illimité. Oui, l'esprit n'est pas sujet aux restrictions du temps et de l'espace, n'est-ce pas? On peut se souvenir de ce qui arrivera le lendemain, aussi bien que ce qui est arrivé la veille. Hein? Alors, on appelle ça la clairvoyance, la prémonition, ça n'a pas d'importance. Mais, si on se sert de notre esprit dans sa totalité, cérébrale, rien que penser par les facultés de nos sens, qui agissent sur un écran quelconque, là, on dépasse la portée de nos sens. Et on peut vraiment dépasser ces infirmités de la matière. Pourquoi les connaissances dont vous avez parlé ce soir sont-elles secrètes, bien gardées du public? Pour deux raisons. D'abord, même celui qui les enseigne, qui les préconise, qui les équipe, a peur de se faire ridiculiser par la majorité des gens. Si maintenant, elles sont pertinentes, ces connaissances-là, les gens ont peur qu'il soit trop tôt pour les révéler au public. Alors on le persécute. Des exemples, on a eu en masse de ça. Alors il faut toujours rester sur le plan médian, équilibre entre le possible et l'impossible, entre le plausible et l'absurde. Alors ça a toujours été comme ça depuis le début des temps. Puis ceux qui ont su, ceux qui savent, qui ne peuvent pas dire beaucoup de choses, eux, c'est parce qu'ils savent, ils sont en mesure de voir le tort que ça ferait Faire, oui. aux humains qui peuvent pas entendre ça. Justement. Alors, oui. ils vont le communiquer aux gens qui ont le taux vibratoire Justement. pour être en mesure de prendre Puis ça. ils prennent des moyens détournés souvent de la fabulique, par exemple, comme Jules Verne dans ses romans. Hein? Oui. Alors, ils représentent ça simplement comme des visions farfelues. Ouais. Mais c'est à la haute science, la haute science. Ouais. Alors, on lit encore du Jules Verne aujourd'hui, et on constate qu'il y a des choses qui commencent à peine à se découvrir, à se réaliser. On dit Jules Verne en parlait il y a un siècle passé. C'est ça. Ah. Et certains prennent des moyens paraboliques, font Oui. des discours Ouais. paraboliques Oui, plutôt. justement. Et Ouais. puis de façon à ce que chacun prenne... Pour se protéger également. C'est ça, parce que Oui. définitivement, une personne qui Il y a eu autant de tort qui a été fait par l'Inquisition scientifique que par l'Inquisition religieuse. Un très grand nombre de savants ont été persécutés avant qu'ils aient eu une chance de s'exprimer correctement, par exemple dans le domaine de la religion. Alors, il faut être prudent dans ce domaine-là. Et en alchimie, prenez le cas en alchimie, par exemple, si on allait révéler, je dirais pas les secrets, mais toutes les formules alchimiques, dire tu peux faire ça, il n'y a rien d'impossible à ça. Alors, le monde entier se vaudrait dans ça. les Ça bases vaudrait dans ça. définitivement, ce serait trop facile. Oui. Et comme ça, on dit, ben, enfin, il n'y a rien là, c'est simple comme tout. Oui, c'est ça. Quoi, c'est pas auparavant. C'était trop simple. Alors, en alchimie, c'est ça. Alors, on habille ça d'un tas de verbiage, de cabale hermétique, cabale phonétique, puis tout ça. Pour se protéger soi-même, et pour pas mettre des armes nucléaires en possession de tout le monde. C'est ça, On peut parce faire que une bombe atomique sur le poids des cuisines, vous savez. Ah oui. Ah oui, ça c'est un fait. Ah oui. Quand on dit qu'on peut transmuter des métaux, Oui. on peut transmuter des cellules, les gens comme le comte de Saint-Germain, comme Nicolas Flamel, qui vivent depuis des Finalement, siècles. pour lui-même, et que, enfin, il y a l'homme, la nature le fait pour comprendre nous. C'est Il ça. de percer son secret, puis on peut le faire. C'est ça. Ah oui. Puis, toutes les forces, naturellement, ont deux aspects. C'est une épée à deux tranchants. Elle est nocive dans certains cas, puis bienfaisante dans d'autres cas. Alors, ceux qui n'ont pas assez de jugement pour déterminer ce qui est bon ou ce qui ne l'est pas, ben, on ne leur met pas les clés en main, c'est tout.
Bien, parce que c'est Surtout dans le domaine de la chimie, dans le domaine de la haute science, la science de la physique nucléaire, ça, c'est important. C'est ça, oui. Dernièrement, là, on commence à falsifier toutes les formules de physique nucléaire. Les falsifier, les réduire à des choses insignifiantes. Et si on révèle les formules, ben, on pourra faire n'importe quoi sur un poêle à gaz. D'ailleurs, Une aux bombe États-Unis, avec une il y a des quantité bombes d'eau. qui se sont faites aux États-Unis, des bombes que des étudiants ont fait côté expérimental, des petits gars de 17-18 ans, juste pour le fun, ils ont fait des bombes Ben oui. de 2-3 ans, là, des bombes atomiques, Oui, mais oui. en achetant des matériaux dans des quincailleries spécialisées. Ah oui, ça c'est pas une fumisterie, c'est un fait, ça c'est constaté à bien des endroits. En sciences, dans les sujets, on les enseigne sur les manières de libérer l'énergie de la matière. Toutes les formes d'énergie peuvent se libérer. De l'eau, par exemple, on peut sortir extraire du feu. Il y a 2 feux dans l'eau, 2 gaz combustibles. Hein. L'oxygène, c'est combustible, hein, explosif aussi. L'hydrogène également. Alors rien qu'avec de l'eau, en variant les températures, en la faisant circuler. Alors on peut faire des explosions avec de l'eau. Vous avez des geysers qu'on voit parfois dans les déserts d'Arizona, tout ça. Mm-hmm. Alors, 2 courants se rencontrent à un point tellurique, l'eau monte à 1000 pieds en l'air. Régulièrement, à tous 60 secondes, hein. Il appelle l'eau fait de fois. Ah oui, ça monte, puis c'est une pression terrible. Ouais. On peut faire ça dans la cuisine aussi. Ah oui. Oui, avoir un jet d'eau toutes les minutes, à peu près. C'est sort d'un plat, alors. Si t'as pas de voisin en haut, Alexandre, ça va. Oui. C'est un fait, j'essaye ça avec de l'eau, simplement. C'est un fait. Qu'est-ce que c'est que t'essayes pas, toi? Oh là. Ah oui. Jaillir de l'eau, simplement, oui. Vous faites un tourbillon. Il y a aussi une chose qui est bien étonnante. Quand je travaillais dans un hôtel comme marmiton, comme cuisinier, j'avais pour fonction de laver les grandes chaudronnes de 500 gallons, cependant. Avec un ballon, il remplissait d'eau d'abord, hein, 500 gallons d'eau, pour les nettoyer, après qu'on avait fait de la soupe dedans. On prenait un ballon, puis on faisait circuler l'eau pour laver, enlever la graisse et autre chose. Bon. Et quand on avait fait circuler comme ça, on ouvrait la centrale pour que ça descende. Et il se faisait un mur d'eau, à cause de la pression que je faisais par la section du bord. Mm-hmm. Et on regardait ça, on pouvait descendre quelque chose jusqu'au fond. Il y avait juste au tourbillon, là, qu'il y avait de l'eau. On peut renverser ces choses-là, faire monter ça, quand je devais venir à l'épreuve. Faire renverser. Oui. Alors, au lieu d'avoir une force centrifuge, centripète devient une force centrifuge. Faire monter de l'eau tout le long d'un bassin. Faire monter de l'eau au lieu de la faire descendre. Ah bon. Ça se fait, ça. Comment est-ce que tu faisais ça? C'est simplement un mouvement giratoire que vous imposez à l'eau. Ouais. Puis vous mettez du mercure dedans, puis le mercure était mobile. Le mercure se brise, puis fait un tourbillon. Avec du mercure. C'est fantastique. Et exactement un mouvement contraire. Alors, l'eau, au lieu de descendre, peut faire une issue, monte. Puis j'avais une belle sphère d'eau. Dans une grande bouilloire, dans un grand chaudron, comme ça. Une sphère d'eau. Vide au centre et pleine tout autour. Combien de temps est-ce qu'elle peut tenir comme ça? À une certaine température. J'ai pas poursuivi l'expérience assez loin pour en faire une formule. Mais assez longtemps. Assez longtemps. Oh oui. C'est une sphère d'eau vide. Elle est vide. Puisque c'est du mouvement qui la tient sphérique, exactement sphérique. Alors, c'était pas la terre creuse, c'était l'eau creuse. L'eau creuse. La mer creuse, oui. La mer creuse. Prenez le phénomène des remous, c'est la même chose aussi, hein. Le remous d'un tourbillon d'eau, exactement la même chose. Le remous qui vous attire au haut du remous, vous propulse au bas du remous, n'est-ce pas? Oui. La force est centripète au haut, puis vous êtes tourné comme ça, puis vous descendez, puis finalement vous êtes propulsé. Oui. Alors ça, c'est des forces. Il y a de la force dans l'eau, beaucoup de force. C'est très fort. L'eau, définitivement, c'est une des forces les plus... Oui. L'eau, on dit que la Terre flotte sur l'eau. Bien, les proportions sont 2 tiers, la Terre 2 tiers d'eau et 1 tiers de terre. Exactement, oui. Alors, ce sont des faits connus des scientifiques, connus du monde, puis on peut en prendre davantage en se servant des facilités qu'on peut pour manipuler la matière, les 4 formes de matière. Du feu également, on peut manipuler du feu aussi. De l'eau, de la terre, n'importe quelle terre.
et de l'air. Ces 4 forces-là peuvent en produire un cinquième qui est tellement subtil qu'elle fait explosion. Elle est trop dynamique pour rester sur la solide. Est-ce que il y aurait une relation, Alexandre, avec la Terre creuse, le fait qu'on ne puisse pas aller dans le fond des mers? Je saurais dire. C'est une question qui vient de me traverser l'esprit comme ça. Dans le milieu sous la mer, Jules Verne en parle, n'est-ce pas? Dans son voyage avec le Nautilus. As-tu vu celui-là? Non. Un roman de Jules Verne, 2 milieux sous la mer. J'ai vu le film, mais Le film, oui, dans son sous-marin, le Nautilus qui appelait. Bon, alors dans les 3 premiers chapitres qui sont en préambule à ce livre-là, il donne des précisions scientifiques qui nous font comprendre la raison pour laquelle il a réussi à faire des choses aussi étonnantes avec son Nautilus. Ouais. Alors Jules Verne connaissait bien ces forces-là. Et il savait que tôt ou tard, les gens les comprendraient assez pour les mettre en opération. Et le Nautilus, que l'on a fait aux États-Unis, 12-15 ans, mais c'est ni plus ni moins une réplique du Nautilus que Jules Verne avait écrit. Exactement la même chose. Jules Verne avait accès à ce que tu appelles communément la mémoire du futur. Oui, la mémoire du futur, la mémoire acasique, la mémoire de la planète, quoi. Parce qu'on a eu des civilisations qui nous ont précédés, puis c'est resté. Ce qu'ils ont découvert, ce qu'ils ont conçu, ça existe encore en puissance. Et si on se met dans une certaine orbite, disons, on peut capter ces choses-là. Le livre du Rancia en parle de ces choses-là, que les forces que l'on va découvrir bientôt étaient connues il y a plusieurs millénaires. On ne fait que les découvrir. Puis on les découvrira tout d'un coup parce que c'était complète dans ce temps-là. C'est ça. Si on prend l'électricité, par exemple, ce que Nikola Tesla, ainsi que d'autres, c'est les adeptes de Nikola Tesla qui ont été, disons, qui n'ont pas suivi les traces de Nikola Tesla parce qu'ils ont bien vu qu'est-ce que c'est que prenez Benjamin Franklin. Comment il a découvert ça? C'est en lisant des œuvres de ses prédécesseurs. Puis c'est pas un savant, c'est plutôt un littérateur, qui est un bon piétiste. C'est ça. Alors, dès qu'on tombe dans une orbite de connaissance, on a accès à cette connaissance-là qui existe dans l'espace, dans les terres ambiantes, dans la mémoire terrestre. Ouais. Peut-on traverser la croûte terrestre en voyage astral? Oh oui, certainement. Oh oui, ça se fait. Oh oui. Oh oui. Comment expliquer les expulsions souterraines? Explosion souterraine? Non. Implosion? Disons que ce serait explosion, possiblement, là, ça ferait plus de sens. Comment expliquer les explosions souterraines si on a accès au centre de la Terre en voyage astral? Sommes-nous prêts à ce moment-là? Si le phénomène de secoupe est intraterrestre, peut-il y avoir aussi les extraterrestres, extraplanétaires, ou extraplanétaires? Parce que on a eu 2 hypothèses. Je recommence parce que je pense qu'il y a plusieurs volets dans la question, là, hein. Comment expliquer les explosions souterraines? Oui, d'abord, prenons primo, en premier plan. Les explosions sont toujours entre la lithosphère, la croûte métallique de la Terre, et l'humus proprement dit. Alors, la Terre ne voyage pas toujours à la même vitesse, hein, je l'ai expliqué ça la fois dernière. Et selon sa position dans l'orbite, et la lithosphère peut se frotter contre la couche métallique et créer des frictions qui sortiront à la surface de la Terre, là où la croûte de la Terre est plus mince. Ça fait des explosions, des implosions, des éruptions volcaniques. Hein. Bon, ça c'est la première chose. La friction intérieure, la friction des différentes couches de la Terre. Bon, là des éruptions. Alors ça c'est normal. Ce n'est pas le feu du centre de la Terre. C'est faux, il n'y en a pas. Bon. Alors c'est la friction qui cause le feu, les 2 couches, entre la lithosphère et l'ionosphère. Parce qu'il y a continuellement des frictions selon les couches. Oui, exactement. Dans les c'est premiers, ça. C'est ça que des éruptions. 15 000, hein, 15 000 dans la croûte terrestre. Oui. Ouais. Et ensuite ça, le deuxième volet de la question, c'était... Si on a accès au centre de la Terre en voyage astral, sommes-nous prêts à ce moment-là? Oui, dès que vous avez développé cette faculté-là, puis vous l'avez maîtrisée, vous êtes prêt. Vous êtes phlegmatique, vous savez à quoi vous attendre, et même si c'est quelque chose d'étonnant. Ou excuse, ça serait peut-être... Non, c'est pas prêt, je pense.
Si on a accès au centre de la Terre en voyage astral, sommes-nous pris à ce moment-là? Pris, Être pris, capté, prisonnier, quelque chose comme ça? j'imagine. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous attachant sur Terre, vous y restez. Vous y restez. C'est le cordon ombilique psychique. On ne peut pas se détacher. Moi, je n'avons pas. Le cordon d'argent, comme on l'appelle. Non, notre attache est toujours sur Terre. Si le phénomène de soucoupe est intraterrestre, peut-il y avoir aussi les extraterrestres ou extraplanétaires? Oui, il y a deux hypothèses au sujet de la source de provenance des soucoupes volantes, des objets volants. Hein. Il y en a qui prennent, ça vient d'une autre galaxie, Capella, etc. D'autres qui disent, la plupart viennent du centre de la Terre, sont des infraterrestres. Bon. Alors, il y a deux hypothèses. C'est possible pour les extragalactiques de faire des objets volants qui conduisent eux-mêmes. C'est probablement possible pour eux d'en faire également. C'est possible que ce soit un endroit de refuge pour les extraterrestres de s'introduire au centre de la Terre.